Monsieur le porte-parole, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours de nos partenaires, le groupe La Poste et le cabinet d'audit et de conseil Mazars. L'homme que nous accueillons ce soir est certainement loin de vous être inconnu. Pourtant, bien qu'habitué au feu des projecteurs, son parcours se montre encore de certaines zones d'ombre que nous allons tenter d'éclaircir. Reprenons donc depuis le début. Vous connaissez M. Hamon en l'an de grâce 1967, dans le très célèbre village de Saint-Renan, au fin fond de la Bretagne. Dès votre plus jeune âge, une constatation s'impose. La mer vous marque de son empreinte, non seulement parce que papa travaillait à l'arsenal de Brest, mais aussi parce que vous adoriez sauter dans les rouleaux de l'Atlantique, que ce soit en Bretagne ou au Sénégal, où votre famille séjourne 4 années. Évoquons tout d'abord vos débuts, ou plutôt vos premiers remis. Et oui, on décèle dès les prémices de votre carrière une certaine agitation. Vous militez dès les années 80 à l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, et intégrez ensuite le mouvement des jeunes socialistes, le MJS, à la faveur de la houle se levant contre la loi de Vadier, loi qui prévoyait d'effectuer une sélection à l'entrée des universités. Dans la lancée, vous vous engouffrez en politique et vous inscrivez au Parti socialiste en 1987. Vous avez à peine 20 ans, vous êtes invincible, prête à affronter monts et marées. La suite de votre parcours, d'ailleurs, s'apparente à une marée à fort coefficient. Vous surfez ainsi jusqu'au plus haut de sphère du PS. Après une licence d'histoire dont le sujet reste impossible à déterminer, vous enchaînez les postes. Assistant parlementaire, président du mouvement des jeunes socialistes de 1993 à 1995, qui s'émancipe avec vous du PS, vous êtes ensuite conseiller de Lionel Jospin et Martine Aubry, de 1997 à 2000, alors respectivement premier secrétaire du Parti socialiste et ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Comme le chantait Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et bien le courant vous a clairement emporté à bord. La mer est source d'abondance, de fécondité et de richesse. À cette étonnante ascension, vous conjuguez donc une créativité débordante. Vous êtes ainsi à l'origine du courant Nouvelle Gauche en 1993, du nouveau Parti socialiste en 2002, prenant une Europe plus sociale, la création d'une 6e République et une rénovation du PS, ou encore du cercle de réflexion La Forge en 2007. Une seule question. Ne vous reposez-vous donc jamais? À quand la mer d'huile? C'est qu'apparemment l'horizon français n'a guère que les charmes d'une crise bretonne et n'assouvit pas l'appel du grand large qui vous étreint. Conclusion, cap sur l'Europe. Vous êtes, pendant votre mandat au Parlement de Strasbourg de 2004 à 2009, défenseur d'une vision, résumée par le titre de votre liste, et maintenant l'Europe sociale. Vous êtes aussi nommé en 2005 secrétaire national du Parti socialiste chargé du projet européen. Ceci après le congrès du Mans, où vous défendez avec force le non au traité de Lisbonne. En 2007, lorsque le parti revient sur ses positions, vous faites débattre. Vous démissionnez. Vous êtes donc parfois à contre-courant, souhaitant, je cite, changer l'orientation du parti et construire une nouvelle majorité qui refuse la mondialisation libérale. Vous vous présentez en 2008 comme premier secrétaire du Parti socialiste et arrivez en 4e position, avec tout de même 22,6% des voix. Vous appelez alors à voter Martine Aubry au second tour. Très bon choix, puisque vous en êtes nommé le porte-parole le 6 décembre 2008. On dirait même que la première secrétaire a un petit faible pour vous. Je cite, Benoît est maintenant l'idole de toute femme française. Vous ne semblez pas avoir apprécié. Bizarre. La proposition est pourtant de mode. Je finirai cette présentation par une observation sur les coquillages et crustacés. Étrangement, en politique, point de coquillages, mais des crabes par paliers entiers. Vous faites vous-même la remarque. Je suis fatigué du spectacle de dirigeants socialistes qui donnent l'impression d'être plus en colère contre d'autres socialistes que contre la droite. L'ennemi a éclaboussé, voire accoulé contre le gouvernement. Vous dites, ce qui m'intéresse, c'est d'éteindre le feu Sarkozy. Et pour cela, vous inondez allègrement Twitter et Facebook de commentaires ironiques comme « Fillon s'émancipe à 56 ans. S'il s'émancipait des contenus des politiques, on y verrait là quelque chose de nouveau. » On l'aura ainsi remarqué, vous faites entendre d'une voix forte les idées de la gauche, et les vôtres. Gageons donc que vous êtes au PS comme un poisson dans l'eau. Les baleines n'ont qu'à bien se tenir. Sur ce, je vous laisse entre les mains de nos deux intervieweurs, Étienne et Vincent. Bon débat à tous.
Monsieur Hamon, bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à ouvrir ce premier débat de la 50e saison des Mardis de l'ESSEC. Merci aussi aux spectateurs d'être venus si nombreux. Excusez-nous encore pour le retard. Monsieur Hamon, comme c'est la tradition au mardi, vous avez un droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite de vous par EMAC. Bonsoir à tous, pardon pour le retard, mais il y avait du monde sur la route. Non, mais moi j'ai rien à dire, c'était juste qu'il n'y a pas j'ai pas beaucoup de commentaires à faire. J'ai trouvé ça même plutôt gentil. J'ai connu une présentation moins aimable, non, c'était agréable. Donc j'ai pas de commentaires, juste peut-être qu'on y reviendra dans l'échange qu'on va avoir. J'ai deux, trois petites choses là sur le fait que j'étais à contre-courant sur les questions européennes, pas à contre-courant du peuple français, mais à contre-courant effectivement de mon propre parti sur le Lisbonne et le traité constitutionnel européen. Mais je ne crois pas à contre-courant, en tout cas, de ce qui était le souhait majoritaire des Français à l'époque, qui était de rejeter le traité constitutionnel européen et ce qui a suivi derrière. Je pense que depuis l'attitude de l'Europe et de l'Union européenne dans la réponse à la crise, a donné quelques raisons à toutes celles et ceux qui s'étaient mobilisés à l'époque de considérer que leur choix était bien le bon. Alors, Monsieur Hamon, on va commencer directement le débat par le contexte politique actuel en France, avec des grandes manifestations contre la réforme des retraites, l'affaire Woerth est en cours, la critique du tournant sécuritaire du gouvernement, les expulsions de Rome. Est-ce que ce contexte-là n'est pas finalement du point de béni pour la gauche? En théorie, oui, mais vous avez sans doute entendu cela autant que moi. Ce qui paraît, l'anti-sarkozysme est une paresse et insuffisant, en tout cas, à ramener la gauche au pouvoir. Moi, je suis d'accord, pas sur le fait que l'anti-sarkozysme serait une paresse. Après tout, dire pourquoi on est contre quelque chose vous amène souvent à dire ce que vous proposerez en échange, mais en tout cas à considérer que l'anti-sarkozysme, ça ne suffit pas à ramener la gauche au pouvoir. D'abord parce qu'il n'y a pas que la gauche qui est anti-sarkozyste, qu'il y a des gens à l'UMP qui sont anti-sarkozystes, je pense notamment à Dominique de Villepin et ses amis. J'entends une petite musique aujourd'hui au gouvernement qui me laisse à penser qu'il y a de plus en plus d'anti-sarkozystes au sein même des rangs de l'UMP, et puis on connaît aussi des gens qui, en dehors de la sphère politique, aujourd'hui expriment en tout cas des reproches à ce gouvernement et parfois une forme d'exaspération sur la manière dont il gouverne. Mais si vous permettez de faire une remarque, vous dites la dérive sécuritaire du gouvernement. Moi, je n'appelle pas ça la dérive sécuritaire, parce que si on dit sécuritaire, ça suppose que la politique de sécuritaire de Nicolas Sarkozy apporterait un supplément de sécurité aux Français. Ce n'est pas la situation telle qu'on la vit aujourd'hui. Ce n'est pas la situation telle que la plupart d'entre vous la ressentent là où ils vivent, probablement. Je ne sais pas si à l'ESSEC ça devrait à peu près aller, mais il y a des endroits où il fait moins bon vivre aujourd'hui en France qu'auparavant. Ce n'est pas forcément la situation des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Bref, ce n'est pas aujourd'hui une dérive sécuritaire, c'est une dérive incendiaire. Et une dérive incendiaire au sens où il y a une forme de violence qui se propage dans la société française, qui est insupportable, parce qu'elle dresse les Français les uns contre les autres, pas simplement les Français les uns contre les autres, mais les Français et les étrangers, mais à l'intérieur de la France. Moi j'ai souvent le sentiment qu'en gros, il n'y a pas une semaine sans que Nicolas Sarkozy ne déclare pas la guerre à quelqu'un. Et c'est parfois la Commission européenne, c'est parfois à certaines catégories de Français, parfois il nous enrôle dans ces guerres, parfois il nous la déclare à nous, la guerre, mais on est toujours en guerre. Je pense que cette société a besoin de liens, elle a besoin de se réconcilier, notamment la société française, et celui ou celle, et on en parlera peut-être sur l'occasion d'illustrer, qui arrivera à montrer le lien qui rassemble le patron de PME, le salarié, du public comme du privé, le chômeur, le retraité ou le jeune, et qui montrera qu'on a matière aujourd'hui à porter une espérance en commun, sans pour autant qu'on se fasse la guerre les uns les autres, celui ou celle qui portera une espérance de cette sorte. Et j'espère que sur la question des retraites, on pourra parler de ce qui est l'idée qu'on se fait du progrès économique, mais aussi du progrès social. Celui qui portera cette espérance-là, ou celle qui portera cette espérance, aura de grandes chances de pouvoir proposer une rupture qui soit une rupture positive avec cette parenthèse dans la Ve République qu'aura été ça. Justement, on va rentrer tout de suite dans le feu du débat avec la réforme des retraites. On va rentrer tout de suite sur le principal point d'achoppement que vous
vous avez avec le gouvernement concerne le report de l'âge légal de départ à la retraite. Selon François Fillon, le report de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans est le cœur de la réforme. Il est, selon lui, cohérent avec l'allongement de la durée de cotisation et avec l'allongement de la durée de vie des Français. Vous ne pensez pas que son projet soit cohérent, ses propos soient cohérents? Je trouve ça parfaitement cohérent. La droite, aujourd'hui, entend modifier les termes du contrat social de manière cohérente avec ce qu'a toujours été son projet politique. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'incohérence au projet gouvernemental. La question est de savoir ensuite, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est efficace, et à partir de là, on se détermine. Mais si vous écoutez François Fillon, il ne le présente pas de la manière dont vous le faites, il dit « La vérité commande de dire, ce qu'il a fait sur France 2, qu'il faut reculer l'âge légal de la retraite. » C'est pas « nous pensons que », c'est la vérité commande de dire. Vous avez remarqué que dans le débat politique, on convoque de plus en plus une notion qui pourtant relève davantage du sacré que du débat politique, c'est la vérité. Et la vérité commande de dire qu'il faut reculer l'âge légal de la retraite, sauf à ce que ce soit le chaos, etc. Il n'est pas le seul, et c'est là que c'est intéressant sur je trouve la nature du débat politique en France. En une du Monde, le patron du Monde, Éric Fotorino, dans un éditorial, dit qu'il est largement admis qu'il faut reculer l'âge légal de départ à la retraite, sauf à mentir sur la capacité de l'État à financer le système. Il rajoute qu'il faut regarder les réalités en face. Donc il est largement admis, déjà dans un petit commentaire de cette phrase que le Monde m'a fait l'amitié l'élégance d'accepter une tribune sur ce sujet, mais largement admis, en tout cas pas par une majorité de Français, puisqu'ils sont à 70% à refuser aujourd'hui le principe du recul de l'âge légal, pas par les syndicats, à l'exception du syndicat patronal, tous les syndicats sont opposés, et je sais qu'il y a une variété de syndicats en France qui auraient permis au moins d'espérer au gouvernement avoir un allié, il n'en a même pas un seul. J'observe que les Français qui se mobilisent de plus en plus nombreux, notamment les jeunes, ne sont pas davantage convaincus. Donc largement admis, mais pas par la majorité des Français. Et ce que dit Éric Fotorino, un petit peu dans le siège de ce que dit François Fillon, je l'expliquerai, c'est sauf à mentir sur la capacité de l'État à financer le système. Donc tous ceux qui disent aujourd'hui que reculer l'âge légal n'est pas nécessaire sont donc des menteurs. On parle encore au nom de la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement n'a pas négocié avec les syndicats. Parce que vous ne négociez pas ce qui est vrai. Puisque c'est vrai, ça ne se négocie pas. Ça n'est pas amendable puisque c'est la vérité. Et là, on voit aujourd'hui tout ce qui est là, à mon avis, fondamentalement le contenu du projet politique de ce gouvernement, qui a pris un certain nombre de libertés avec la démocratie politique dans l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale et on verra au Sénat, mais a pris aussi des libertés qui est de la démocratie sociale. Et la démocratie sociale a une double légitimité, celle des organisations représentatives, qui n'ont pas été invitées à négocier, elles ont été consultées, mais une démocratie mûre, comme on en voit partout, ouvre le champ de négociation, mais pas davantage que les manifestations n'ont eu d'écho dans la réponse gouvernementale. Mais Eric Woerth a quand même rencontré les syndicats à maintes reprises. Il y a eu 3 mois entre le début de la discussion et le cadre. Et probablement il y a des situations de responsabilité qui vous amèneront à ouvrir une négociation. Une négociation, c'est pas dire voilà mon projet, je vous le transmets, qu'en pensez-vous? Ah bon, vous n'êtes pas d'accord, mais il n'est pas amendable en son cœur, rien n'est discutable, à part, on y reviendra si on a le temps, sur la pénibilité, qui est encore, là encore, n'est pas une vraie avancée, mais bon, bref. Donc il ne négocie pas. Une négociation, ça suppose de considérer que l'interlocuteur que vous avez en face a un projet qui est au moins aussi crédible que le vôtre et avec lequel vous voulez discuter. Mais cette négociation n'a jamais eu lieu, sinon elle aurait réuni autour de la table ce qui s'était passé auparavant. Écoutez, le MEDEF d'un côté, le gouvernement au milieu et les syndicats de l'autre. Cette négociation n'a pas eu lieu, c'est ce que regrettent aujourd'hui les syndicats, c'est ce que regrettent toutes celles et ceux qui sont attachés à la démocratie sociale. Parce que ce qui se modifie là, je le redis, ce sont les termes du contrat social. Ce contrat qui lie les générations entre elles et qui va, vous amusez-vous, alors ce sera peut-être plus simple pour un étudiant qui sort de l'ESSEC, mais constatons que dès lors que l'allongement de la durée de cotisation comme le recul de l'âge légal dans les réformes précédentes sont traduits par une baisse du niveau des pensions, pour avoir une retraite décente, que faudra-t-il? Un peu d'épargne. Une épargne que vous allez devoir constituer le plus tôt possible, en tout cas pour ceux qui ont une carrière qui est une carrière hachée, sont amenés à changer de métier, ils ont intérêt à la constituer très tôt. Et tout ce qu'on épargne, on ne le consomme pas. Et donc on aura là aussi, sur le pouvoir d'achat et le revenu disponible réel,
des salariés, c'est un vrai problème économique, on verra dans les semaines à venir. Mais je voudrais juste rajouter une chose sur la retraite. C'est que vous serez fini. Ouais, mais alors, d'un mot, c'est que vous serez frappé de cette idée, selon en tout cas, on est tous à peu près convaincus qu'on vit à la fois une ère ou un moment de progrès économique, de progrès des techniques, qui se traduit globalement, on va dire, plutôt par du progrès social. On a cette conviction que le lien est un lien assez naturel. Sauf que aujourd'hui, on peut être la première puissance économique au monde, les États-Unis d'Amérique, abriter les plus grandes universités au monde, être au top en matière de brevets, être au top en matière de laboratoire, de recherche, avoir les meilleurs chercheurs, y compris un centre de chercheurs asiatiques et européens qui viennent aux États-Unis, et voir, pour la première fois depuis très longtemps, l'espérance de vie des populations les plus pauvres baisser. De combien? 1,3 années. Sur une étude réalisée par l'État fédéral américain, sur 2000 comtés, les populations les plus vulnérables ont vu leur espérance de vie diminuer. Un constat effectué également où, pas loin, plus près de chez nous, en Suisse, où l'espérance de vie des femmes de 65 ans a diminué. Alors il y a des raisons à cela. Des nouvelles maladies, comme en tout cas le développement de l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le fait que les femmes consomment davantage de tabac, mais on peut quand même être dans une société pensons-y, qui prospère, qui se développe, où le progrès de la médecine, le progrès des techniques, le progrès des technologies est constant, mais ça ne se traduit pas par un progrès social tel que l'espérance de vie des plus pauvres continue d'augmenter. Au contraire, elle baisse. Et quand vous regardez notre situation, et les statistiques publiées par Eurostat, pas le Parti Socialiste et pas Attac, c'est le Eurostat. Eurostat a fait mesurer l'espérance de vie en bonne santé dans l'Union européenne. Pour distinguer quoi? 8 pays, ce sont des statistiques qui datent de 2007, j'ai pas eu les chiffres depuis, mais en 2007, dans 8 pays européens, l'espérance de vie en bonne santé c'est quoi? C'est sans trouble sensoriel ou physique qui vous incapacite. 8 pays ont vu l'espérance de vie en bonne santé des hommes baisser. 7 pays européens ont vu l'espérance de vie en bonne santé des femmes baisser. Ce n'est pas le cas de la France. Mais n'empêche que chez 8 de nos voisins, l'espérance de vie en bonne santé a baissé. Et ça me ramène juste sur un mot. Quelle est l'espérance de vie en bonne santé des ouvriers français aujourd'hui? 59 ans. Pas nous qui le disons, c'est l'INED. 59 ans l'espérance de vie en bonne santé. Or, tous les ouvriers devront travailler désormais jusqu'à 62 ans pour pouvoir liquider leur droit à la retraite. Les 3 années qu'ils feront au chômage, non, 62 ans aujourd'hui, c'est pas à taux plein, c'est 67 ans à taux plein. Donc moi, je dis juste que ces 3 années supplémentaires qu'ils feront ou au chômage ou au travail, j'espère que pour eux, le taux d'emploi des seniors va augmenter d'ici là, ces 3 années supplémentaires de travail pour les ouvriers, augmenteront-elles leur espérance de vie tout court ou pas? J'en suis pas convaincu. Tous les ouvriers n'ont pas des difficultés à vivre à 59 ans. Mais en moyenne, quand l'espérance de vie en bonne santé des ouvriers de 59 ans, vous comprenez qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui qui n'ont pas franchement envie de travailler 2 années supplémentaires. Alors vous venez d'évoquer aussi les relations entre les partis politiques et les syndicats. On constate qu'actuellement, dans l'opposition à la réforme des retraites, les partis de gauche et les syndicats sont unis. Pourtant, est-ce que ce n'est pas une unité de façade? Parce que après, dans les propositions, on constate que globalement, il y a beaucoup de différences. Je prendrai simplement par exemple le cas du Parti communiste qui propose de revenir sur les réformes Balladur-Fillon et qui veut, grosso modo, que l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans permette justement d'obtenir la retraite à taux plein. Donc si vous revenez en 2012, sur quelle base allez-vous négocier un contrat de gouvernement avec les différentes composantes de la gauche et comment vous allez aussi convaincre les syndicats du bienfait de votre projet? Mais d'abord, nous on va négocier. Je suis d'accord, le projet de la CFDT n'est pas le même que celui de la CGT, qui n'est pas le même que celui de la CGC. Il y a unité pour dire qu'on ne veut pas la remise en cause de l'âge légal de départ à 60 ans et de l'âge légal de départ à taux plein à 65 ans. Voilà ce sur quoi tous les syndicats s'entendent. Plus le regret qu'il n'y ait pas de négociation de la pénibilité, qui soit une négociation collective. C'est qu'on dise, dans telle branche, on constate que la moyenne de l'espérance de vie des salariés de cette branche est tant. Si cette moyenne est inférieure à l'espérance de vie moyenne des salariés, on considère que le métier est plus pénible qu'en moyenne et donc on applique des mesures de départ anticipées. C'est ça que demandent les syndicats, en tout cas une négociation de tout. Elle devait avoir lieu, d'ailleurs, je signale François Fillon,
dans la loi, la réforme Fillon de 2003 prévoyait dans la loi l'ouverture de négociations sur la pénibilité qui n'a rien à voir avec ce qui est fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la pénibilité telle qu'elle est conçue dans le projet gouvernemental, c'est quoi? C'est le fait que chacun puisse faire le constat, faire constater par un médecin du travail une incapacité au terme de sa carrière. Il y a des maladies respiratoires ou des troubles squelettiques qui se déclencheront une fois que vous êtes à la retraite. C'est ça la pénibilité, c'est pas juste le fait de faire constater que vous n'avez plus l'usage d'un bras à la fin de votre carrière. Parce que ça, il y a des personnes qui le font constater. Combien de personnes sont concernées par les mesures aujourd'hui? Le gouvernement, 30 000. Combien de personnes chaque année en Allemagne, grâce aux conventions collectives, profitent de départs anticipés liés à la pénibilité? 160 000. Combien de salariés italiens bénéficient de la loi sur la pénibilité? 1 400 000. Au passage, je croyais qu'on était les premiers en Europe. Ça, c'est ce que François Fillon dit au nom de la vérité. Voilà. Donc, je juste boucle en disant que nous ouvrirons la négociation. Ce que nous avons dit au syndicat, nous avons un projet que nous avons mis en débat, et vous avez posé des questions dessus, notamment sur le financement, mais ce projet, il a sa cohérence, mais évidemment, il sera l'objet d'une négociation tripartite, patronat, syndicat, gouvernement. On va revenir dans quelques instants justement sur le financement et sur le projet du Parti Socialiste. On va revenir un instant sur la pénibilité. Que propose le Parti Socialiste pour prendre en compte justement la pénibilité au travail sans pour autant recréer des régimes spéciaux? Parce que ce que vous proposez, c'est à partir des ouvriers plus tôt, mais c'est les régimes spéciaux, ça a été abrogé récemment. Si on fait partir les cheminots plus tôt, c'est aussi un régime spécial. Qu'est-ce que vous proposez justement pour que les Français soient égaux face au système de retraite et que cette réforme soit juste? Mais les Français ne sont pas égaux. Aujourd'hui, un cadre a 8 ans d'espérance de vie plus à la retraite qu'un ouvrier n'est pas égaux. Je ne suis pas en situation d'égalité avec la femme de ménage que j'ai croisée ce matin au district Solferino, qui s'est levé à 4h du matin pour embaucher à 6h et qui, après avoir travaillé au PS, dans sa boîte, va faire des ménages chez des particuliers et termine sa journée à 20h. Cette dame, elle a une espérance de vie, au terme de sa vie de travail, une espérance de vie qui sera probablement en moyenne, j'espère pas pour elle, mais plus courte que celle à laquelle je peux aspirer. Pourquoi? Parce que moi j'ai un métier stimulant. Tous les jours, ou en tout cas plus stimulant aujourd'hui qu'il ne l'a été, mais en tout cas stimulant au sens où il est, voilà, on a des débats tous les jours, on se lève, on fait un travail qui est intéressant, ce qui sera votre cas la plupart. Pourquoi? Parce que vous serez en situation de responsabilité, vous serez en situation de prendre des décisions, d'arbitrer, de diriger les équipes. C'est pas exactement pareil que celui qui fait un travail posté, exposé aux intempéries, soumis à la précarité, avec un salaire qui n'est pas forcément plus formidable, et qui en raison de ce faible salaire a des problèmes pour occuper les mômes, et donc le souci, le stress lié à une situation familiale plus compliquée, etc. etc. Donc on n'est déjà pas égaux. Qu'est-ce que nous on propose? C'est assez simple, et vous pouvez l'appeler régime spécial si vous voulez, mais c'est curieux, ça voudrait donc dire que, si vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a une espérance de vie moyenne aujourd'hui des salariés. Après, au moment où ils partent à la retraite, on sait calculer aujourd'hui l'espérance de vie des Français. Après, si dans une branche, tel métier, et on est capable, on a des instruments statistiques pour le faire, nous amène à constater que dans telle branche, notamment dans le bâtiment, l'espérance de vie est beaucoup plus courte pour les salariés du bâtiment qu'elle ne l'est pour telle autre branche. Eh bien, on peut concevoir que ce métier est un métier pénible. Et on définit les critères de pénibilité comment? Ça s'est déjà été discuté avec, là encore, les chefs d'entreprise et leurs syndicats. C'est les cadences, c'est le travail posté, c'est l'exposition aux intempéries, c'est le fait de porter des charges. Aujourd'hui, là encore, c'est la DARES qui le dit, il y a 700 000 Français qui sont exposés à 2 pénibilités physiques d'au moins 20 heures par semaine dans leur travail. Au moins 20 heures, ils portent, soulèvent, poussent. 2 pénibilités, deux types de pénibilité. Eh bien, eux, pour être assurés d'une chose, c'est que leur espérance de vie est en bonne santé et tout court, elle est plus courte que quelqu'un qui aura un travail qui est un travail assis derrière un bureau, au guichet, dans un dialogue avec des gens de l'autre côté du guichet, j'en sais rien, qui a un emploi de service plus classique. Encore dans les emplois de service, quand on regarde le métier aujourd'hui au travail des caissières de supermarchés, etc., on voit que ce sont aussi des métiers qui sont des métiers pénibles. Mais là où vous aurez, vous, une responsabilité, puisque vous avez la tâche qui va être la vôtre, je sais qu'on réfléchit beaucoup aujourd'hui aux nouvelles formes de management, j'entends même parler de management au féminin, c'est marrant, même chez les cadres, le plafond de verre,
il existe pour les femmes, mais il y a aussi la paroi adverse. C'est-à-dire que non seulement on trouve peu de femmes dans les situations, en responsabilité au sommet des entreprises, mais qu'en plus, quand elles sont en responsabilité dans les directions, elles sont RH, à la com, alors bien la com financière, etc. Mais pour ce qui est du dur, c'est souvent quand même plutôt les hommes qui sont en responsabilité. Mais là où vous aurez des responsabilités, vous, c'est d'examiner ce que sont les nouvelles pathologies liées au stress au travail. Et on a vu dans un certain nombre de grandes entreprises qui avaient été amenées à muter, à se transformer, où la perte de reconnaissance sociale, le sentiment, c'est-à-dire que quelqu'un a qu'en gros, le métier qu'il fait n'est plus reconnu, la perte de reconnaissance sociale, dans le regard des autres, vous amène à avoir la perte de l'estime de soi. Et quand il y a la perte de l'estime de soi au travail, eh ça conduit, peut-être pas tout de suite, mais de manière souvent différée, comme l'ont montré des cabinets qui ont travaillé sur France Télécom ou qui travaillent sur l'hôpital public, etc., eh bien, à des phénomènes de dépression, parfois allant même jusqu'au suicide, qui doivent interroger forcément les dirigeants politiques, mais aussi les dirigeants des entreprises, et vous serez des dirigeants demain, peut-être pas tous chefs d'entreprise, des dirigeants dans le monde économique en France ou ailleurs, mais cette question-là vous sera posée. Alors, Monsieur Hamon, maintenant on va parler des sous concernant la réforme des retraites. Votre proposition, c'est de taxer en grande partie le capital. Vous comptez récolter sur 45 milliards d'euros le coût pour résorber le déficit des retraites. Vous comptez récolter 25 milliards d'euros à partir du capital. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cela peut avoir des effets négatifs sur la croissance économique? Est-ce que vous ne redoutez pas non plus une forme de mur de l'argent, de fuite des capitaux? Alors je vais répondre très précisément à votre question pour ne pas l'esquiver, mais je vais d'abord y répondre par une autre question. Souvent, quand on dit on va prélever sur les revenus du capital, on me dit est-ce que vous ne croyez pas que c'est dangereux pour l'économie? Je renvoie la question, est-ce que vous ne croyez pas que la modération salariale a pu être dangereuse pour l'économie, étant donné qu'elle a réduit le pouvoir d'achat des ménages, et donc, de fait, en tout cas en termes de revenus disponibles, ne les a pas amenés à consommer autant que ça aurait été nécessaire pour soutenir la croissance française. C'est que les mêmes qui ont des problèmes sur les prélèvements du capital n'ont aucun problème aujourd'hui à défendre une politique de modération salariale. Je veux dire, regardons l'impact des politiques de modération salariale sur la santé de l'économie française, où on nous explique aujourd'hui que la pression, en raison de la pression à la baisse du coût du travail, qu'il faut être compétitif par rapport aux Allemands, encore faut-il qu'on soit concurrentiel dans les mêmes domaines que les Allemands. Est-ce que c'est le secteur des machines qu'on veut concurrencer? Est-ce qu'on veut choisir un modèle de développement qui se fonde sur la modération salariale ou autre chose? Et ça, c'est un vrai débat. Aujourd'hui, la stratégie des Allemands est une stratégie non coopérative, et lorsqu'elle a booster les exportations allemandes en raison d'une politique de réduction du coût du travail et de modération salariale qui nous amène, nous, à acheter leurs produits, mais nous amène à être beaucoup moins compétitifs par rapport aux Allemands. Et donc, je redis ça, c'est si les prélèvements sur le capital peuvent avoir un impact sur l'économie, réfléchissons pour commencer à la politique qui est une politique de modération salariale et de réduction des salaires, et quel a été son impact sur la santé de l'économie française. L'impact des salaires sur l'économie n'est pas aussi important que l'impact des investissements des entreprises. Mais c'est la demande. L'investissement et les salaires, c'est une des composantes de la demande. Donc ce qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si la plupart des entreprises, quand elles dégagent des bénéfices considérables, le réinvestissent, ou elles le distribuent sous forme de dividendes. Alors là, je prends juste un chiffre, encore nous, c'est la part socialiste qui donne. Quelle est la part des dividendes distribués dans le PIB aujourd'hui? 8,5% du PIB. Quelle était-elle en 1985? 3,5% du PIB. Ça montre quoi? Qu'en raison, et nous le savons, et la plupart des capitaines d'entreprise ou des vrais entrepreneurs hurlent contre ça. Nous savons aujourd'hui que les exigences de rentabilité demandées au capital sont telles qu'elles se retournent parfois contre l'intérêt de l'entreprise elle-même. Les intérêts de ses salariés, qui font partie de la communauté. Je rappelle que l'entreprise, ce n'est pas juste le chef d'entreprise et ses actionnaires. L'entreprise, c'est aussi les salariés, c'est une communauté, une collectivité, pour selon qu'on préfère un terme à l'autre. Mais nous considérons aujourd'hui qu'il y a, en raison de la financiarisation de l'économie, aujourd'hui une pression à la rentabilité du capital qui est fondamentalement néfaste et pour la croissance et pour la santé de notre économie. Alors quelle politique proposons-nous? On a besoin, à échéance de 2025, de 45 milliards d'euros pour rééquilibrer. Le gouvernement nous propose aujourd'hui, lui, de liquider le fonds de réserve des retraites et de mettre en place une politique qui est une politique essentiellement démographique par la combinaison entre l'allongement de la durée de cotisation, 41 puis 41 annuités et demie, et le recul de l'âge légal, 62 et 65 ans.
C'est essentiellement autour de cette mesure-là, plus quelques petites mesures sur le prélèvement sur le capital à hauteur de 4 milliards d'euros, je crois, et encore, quand on aurait été plus proche de 2,5 millions, mais l'affichage est de 4 milliards d'euros, qui viendrait, comment dire, faciliter, rendre plus digeste une addition qui manifestement n'est pas très digeste aux yeux des salariés. Nous proposons des mesures qui soient des mesures démographiques, en nous inscrivant dans le siège de la réforme Fillon, c'est-à-dire on accepte le principe aujourd'hui de l'allongement de la durée de cotisation à 41 annuités. C'est une décision qu'on a prise. On incitera de manière financière les salariés qui le souhaitent à travailler plus longtemps s'ils le souhaitent, en fonction de ceux qui le veulent et en fonction de ceux qui le peuvent. Et sur le capital? Et sur le capital, je viens, parce que c'est le gros morceau. Et nous allons diversifier les sources de financement de deux manières. D'abord, en prévoyant une hausse des cotisations sociales salariales et patronales de 0,1 point par an sur 10 ans. Donc vous allez taxer les salariés? Oui, 0,1 point, ce qui n'est pas étranger à la nécessité de mettre à contribution tout le monde, y compris les salariés. Et nous réalisons, si nous faisons maintenant 19 milliards d'euros, mais qui ferait 25 milliards d'euros en 2025, de prélèvements sur le capital, à travers plusieurs mesures. Une taxation des bonus, des stock options et des retraites chapeau, en passant le prélèvement de 5 à 38%, pour une recette estimée de 2,5 milliards d'euros comme avait proposé la Cour des comptes à l'époque du rapport de Philippe Seguin sur le même sujet. L'augmentation de la cotisation valeur ajoutée qui se substitue à la taxe professionnelle, une augmentation de 0,7 points en la passant de 1,5 à 2,2 en exonérant les TPE et les PME du paiement de cette cotisation pour dégager une recette supplémentaire de 7 milliards d'euros. La remise en cause de la niche Copé. La niche Copé, c'est quoi? C'est que grâce à Jean-François Copé, les entreprises qui cèdent une filiale et qui dégagent des plus-values ne sont pas taxées sur cette cession, sur les plus-values qu'elles dégagent dans la cession de filiale. Donc nous taxerons les plus-values liées aux cessions de filiales à hauteur de 7 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Nous augmenterons le forfait social sur la participation d'intéressement de 6 à 20% pour une recette attendue de 3 milliards d'euros, ce qui doit faire à peu près, ce que je vous ai dit tout à l'heure, autour de 19 milliards d'euros aujourd'hui, qui en feront 25 milliards d'euros en 2025. Et voilà le choix que nous faisons, qui est un choix diversifié. Les recettes. Mais pourquoi est-ce qu'on prélève sur le capital? Et pourquoi est-ce qu'on ne se fonde plus? Et les effets sur la croissance économique? Parce que si vous augmentez les cotisations patronales, ça va avoir un effet négatif sur l'emploi. Un point en 10 ans. Non mais je veux dire que quand même, quand on sait qu'il y a aujourd'hui à peu près 30 milliards d'euros d'exonération de cotisation patronale, 30 milliards d'euros d'exonération de cotisation patronale, dont l'effet sur l'emploi n'est pas prouvé dans beaucoup de cas, où les effets d'aubaine. Moi, j'ai travaillé longtemps au ministère de l'Emploi, et puis il s'avère que, comme je ne vis pas dans ma fonction de porte-parole, je suis également chef d'entreprise. Voilà. Et donc, je vois aujourd'hui ce qu'est la réalité de la faible croissance en ce moment, et du fait que c'est pas facile, effectivement, de si on taxe plus, vous allez quand même continuer à embaucher des personnes? mais bien sûr que dès lors qu'il y a de l'activité, dès lors qu'il y a des marchés, bien sûr que vous embaucherez. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que nous allons prélever sur le capital fondamentalement. Et la plupart des patrons de PME vous disent, mais allez-y, tant que cet actif, c'est les revenus du capital sur lesquels vous faites des prélèvements et pas aujourd'hui les marges qui pourraient être les nôtres, surtout quand nous proposons une modulation de l'impôt sur les bénéfices des sociétés en fonction des bénéfices réinvestis ou distribués en dividendes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait des bénéfices et qui les distribue sous forme de dividendes, celui-là sera plus taxé à l'IS que celui qui le réinvestit, que nous voulons moins taxer à l'IS. Ça aussi, c'est un choix politique qui est privilégié ceux qui créent de l'emploi aujourd'hui pour l'essentiel, c'est-à-dire les TPE et les PME. Et on fera ce choix d'un soutien déterminé à l'activité, à la création d'entreprises et à celles et ceux aujourd'hui qui, à nos yeux, font l'emploi et l'essentiel de la croissance. Après, c'est un choix politique. Et je peux vous assurer que j'ai envie de vous dire, regardez ce qui se passe aujourd'hui quand même. Est-ce que quand on était au gouvernement, nous, alors on va me dire, le contexte était meilleur. Quand le PS était au gouvernement, qu'il y avait une bonne croissance, c'était à cause du contexte, qui était meilleur, mais ça ne devait rien aux politiques qu'on avait fait. Mais on a quand même fait entre 2,5 et 3 points de croissance, alors qu'il y avait les 35 heures, alors qu'il y a eu la CMU, alors qu'on a fait la loi exclusion. Je croyais qu'on devait plomber la croissance et l'activité. Je croyais que les choix politiques qu'on avait faits,
nous mettrait l'économie française dans le mur. J'observe aujourd'hui que la loi de TEPA, la défiscalisation des heures supplémentaires, les choix politiques qui ont été faits avant même que la crise n'intervienne, n'avaient pas produit les résultats escomptés, ni sur le front de l'emploi, ni sur la croissance. Donc je voudrais juste dire, ça fait quand même moi je suis prêt, avec qui vous voulez, de faire bilan contre bilan. Quand ils veulent. Quand ils veulent. D'ailleurs, vous observerez qu'à part agiter le chiffon rouge des 35 heures, et dire, oh là là, c'est mal, mais ils n'ont pas remis en cause la durée légale. À esquiver le sujet en défiscalisant les heures supplémentaires, personne n'est venu dire, on remet en cause la durée légale hebdomadaire. Jean-François Copé, pour rebooster son camp aujourd'hui, reparle de ça, mais Nicolas Sarkozy n'a jamais remis en cause la durée légale. Vous proposez de lever 11 à 16 milliards d'euros en améliorant l'emploi des seniors. Concrètement, quelles sont vos propositions? Elles sont nombreuses, alors là, elles ne peuvent pas être miraculeuses et tout le monde... Moi, je pense que c'est pas un peu trop ambitieux, 11 à 16 milliards. Ça représenterait combien d'emplois supplémentaires? Il faut clairement augmenter près de 10 points le taux d'emploi des seniors. Passer de 38% à 48%, parce qu'on est autour de 38% aujourd'hui, très en deçà de ce qui se fait dans d'autres pays européens. Le maximum, je crois, est en Finlande. On est à 70% de taux d'emploi des seniors. L'objectif, c'est d'augmenter de 10 points le taux d'emploi des seniors par des mesures. Alors, d'abord, ça relève de la culture d'entreprise. Qui sort les seniors du marché du travail? Les jeunes. Non, on peut dire les jeunes, mais c'est quand même le chef d'entreprise qui préfère un jeune que l'on peut former, que l'on paiera moins, à un salarié dont il estime à un moment qu'il est difficile de former ou de faire évoluer de telle manière et qui a un coût beaucoup plus important puisqu'il est en fin de carrière, de telle façon qu'il puisse être toujours aussi performant. C'est aujourd'hui la culture d'entreprise, le management français qui décide de remplacer des vieux, pardon pour les vieux, des seniors, des salariés plus âgés, par des jeunes. Et c'est là qu'on est dans une contradiction parce que, par ailleurs, je voudrais juste indiquer que si l'objectif du gouvernement, c'est de reculer l'âge légal, donc les gens travaillent plus, et d'augmenter le taux d'emploi des seniors, et qu'ils se donnent les moyens de le faire, il va se poser la question des conditions d'entrée sur le marché du travail des jeunes qui jusqu'ici remplaçaient les seniors. Qu'est-ce que vous proposez justement? Nous, on propose toute une série de mesures à destination des entreprises, par exemple, par rapport au taux d'emploi, qui sont des mesures qui peuvent être des mesures ou d'exonération de cotisations sociales, ou en tout cas de modulation du niveau des cotisations sociales en fonction du taux d'emploi des seniors, en fonction des dispositifs qui sont des dispositifs de tutorat, d'accompagnement, de présence des seniors dans l'entreprise, de celles qui ont des chiffres qui sont des chiffres. Vous savez, vous avez des ruptures brutales en termes de taux d'emploi des seniors dans un certain nombre de branches d'entreprises. C'est constater les entreprises qui sont des entreprises qui font des efforts, celles qui n'en font pas, tant en matière de taux d'emploi des seniors qu'en matière d'égalité salariale homme-femme, avec des dispositifs qui sont des dispositifs qui touchent au porte-monnaie, parce que c'est là que c'est toujours le plus simple de le faire, et qui sont pénalisants à l'égard des entreprises qui ne sont pas vertueuses, et qui sont incitatives à l'égard des entreprises qui font les efforts. Et vous pensez vraiment que vous allez trouver de 11 à 16 milliards d'euros avec ces mesures que certains appellent des mesurettes? Mais vous pouvez me dire combien le gouvernement entend gagner là-dessus? Non mais vous dans votre projet, vous donnez un tiers du financement de votre projet. C'est 6 milliards, il me semble. Non, sur la droite. Le gouvernement propose en matière de taux d'emploi des seniors des mesures à peu près identiques à celles du Parti socialiste. Et aussi bien sur le financement que sur les objectifs qui sont d'améliorer le taux d'emploi. Mais je vais vous prendre aussi un autre exemple. Pour améliorer le taux d'emploi, il faut quoi? Il faut améliorer la qualification et la formation. Il faut aussi un grand service public de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons fait la fusion entre l'UNEDIC et la NPE, ce qu'on appelle le pôle emploi, au motif que les salariés français seraient moins mobiles que les autres. Or, on observe quoi? C'est qu'en réalité, aujourd'hui, les salariés français ne sont pas moins mobiles que les autres, ils le sont autant. Le problème, c'est que ceux qui sont très mobiles, qui sont justement de boulot, sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire ceux qui sont les plus précaires. Et on constate, puisqu'on prend des comparaisons, que le gouvernement aime bien comparer la France, et si on vous voyez bien sur la situation des retraites, on pourra la comparer à l'Allemagne et à l'Espagne, parce que ce qui paraît, tout le monde fait recul l'âge légal de la retraite, et il faudrait qu'on s'aligne sur tous les autres, mais il faut dire tous les chiffres, pas sur tous les autres. Mais au Danemark, s'il fallait avoir le même service public de l'emploi, c'est-à-dire avoir une démarche aussi vertueuse que les pays nordiques en matière d'accompagnement
vers l'emploi quand on rentre sur le marché du travail, en matière de formation à destination des salariés, comme en accompagnement de retour vers l'emploi. Il faudrait multiplier par 7 le nombre de salariés de Pôle emploi pour avoir des taux qui soient des taux d'encadrement en portefeuille de demandeurs d'emploi qui vous évitent d'avoir à faire ce qu'aujourd'hui font les salariés de Pôle emploi, parce qu'ils gèrent aussi bien l'aspect indemnisation que l'aspect recherche d'emploi, de considérer qu'un entretien qui est un entretien obligatoire mensuel peut être fait par téléphone. Ce qui, objectivement, aujourd'hui, n'est pas la réponse qui est attendue par les demandeurs d'emploi, pas davantage que cette idée que se font de leur mission les salariés de Pôle emploi. Voilà aussi une réalité. Qu'est-ce qu'on est prêt à investir collectivement sur le service public de l'emploi pour qu'il soit, à l'égard des entreprises qui cherchent des salariés, comme à l'égard des demandeurs d'emploi, et comme à l'égard des seniors qui ont besoin de formation et de s'adapter, eh bien, un service public qui soit un service public inscrit dans ce qui doit être la logique du marché du travail, c'est-à-dire de permettre le plein emploi. 16 milliards d'euros sur les mesures des seniors. Oui, mais 16 milliards en 2025. En 2025. Vous venez de dire que le PS avait adopté la réforme Fillon de 2003. On ne l'a pas adopté. Et qu'elle était acquise. On ne l'abrogera pas. Elle était acquise, vous ne l'abrogiez pas. Au contraire, en 2003, la gauche dénonçait justement cette réforme, promettait de revenir dessus si vous reveniez au pouvoir. Vous admettez aujourd'hui que vous ne reviendriez pas dessus si vous allez au pouvoir. Comment maintenant peut-on croire Martine Aubry quand elle promet à tous les Français de revenir sur la réforme actuelle? Vous l'aviez promis en J'entends bien. En 2003, on ne s'apprêtait pas effectivement à revenir au pouvoir si vite, et on prend un engagement qui est un engagement, je dis, comme ça s'est passé, qui est un engagement fort, qui était de dire on abrogera la réforme Fillon. Moi, j'étais toujours dans la position, mais maintenant le Parti Socialiste en a pris une défense du Parti Socialiste, qui est de dire aujourd'hui, nous acceptons le principe de l'allongement de la durée de cotisation, c'est-à-dire qu'il y ait une mesure démographique. Même si incontestablement, cette mesure démographique, l'allongement de la durée de cotisation avec le maintien de l'âge légal à 60 ans, va mettre dans une situation difficile un certain nombre de salariés qui, même arrivés à 60 ans au moment où ils veulent liquider leur droit à la retraite, n'auront pas une retraite à taux plein, puisqu'ils n'auront pas cotisé suffisamment d'annuités. Il n'est pas interdit pour les socialistes, comme pour tout le monde, de retenir quelques leçons du passé. Et parmi celles-ci, lesquelles? Moi, je ne pense pas que le problème du Parti Socialiste, ce soit la crédibilité à savoir compter les sous. On les a plutôt mieux comptés que la droite, dans toutes les expériences gouvernementales. Et la gauche est plutôt illustrée dans la gestion des comptes publics de bien meilleure manière que la droite. Même en 81. Même en 81, c'est-à-dire que vous avez des niveaux de déficit comparables à ceux qu'on connaît aujourd'hui, avant même la crise. Oui, mais il n'y avait pas de crise. Enfin, s'il y avait une crise. Mais si, il y en avait encore une, mais il y a effectivement des choix politiques qui ont été faits, la retraite à 60 ans à l'époque, les 39 heures, la 5e semaine de congé payé, des choix politiques qu'aujourd'hui, j'imagine pas proposer à l'ESSEC de remettre en cause. Donc ce sont des choix qui sont inscrits maintenant dans le patrimoine social du contrat social français et qui supposaient un coût. Mais j'observe, en regardant les séquences, toutes les séquences, que c'est pas sur le fait que la gauche s'est bien comptée, qu'aujourd'hui on manque de crédibilité. C'est sur quoi? C'est sur l'idée non tenues, justement. C'est peut-être ces promesses-là qui vous ont fait perdre. Mais à condition qu'au moment où on les formule, on soit dans le calcul. Si au moment où on arrivait devant les Français, par exemple, comme porte-parole du Parti Socialiste, je disais nous allons faire la retraite, revenir à la retraite à 60 ans, en fait je le dis juste pour essayer de grappiller des voix. Et juste pour essayer de battre Nicolas Sarkozy. Que pensez-vous qu'il va se passer le jour où le gouvernement socialiste, quelques semaines après son élection, fera cet aveu-là aux Français après le mouvement social qu'on vient de connaître? Ce sera évidemment un discrédit sans précédent pour ce gouvernement, mais ce serait terrible pour la démocratie française tout court. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que nous aurions reconquis le pouvoir sur une imposture. Non mais je dirais une imposture politique. C'est ce que sous-entend d'ailleurs Malek Bouti, qui a déclaré cette semaine à propos de Martine Aubry. Martine Aubry a un problème avec la vérité en politique. Il parlait d'ailleurs du débat sur les retraites et sous-entendait qu'il était impossible de revenir sur les 60 ans. Gérard Collomb aussi soutient qu'il est impossible de revenir sur l'âge. La vérité commande de dire qu'il est impossible de... Voilà. Il y a des gens qui parlent au nom d'une vérité, je ne sais pas d'où elle tombe,
quelle providence les amène, les a décidés au point qu'ils pensent que la vérité commande de dire. Et j'observe que tous ceux qui professeront la vérité, la main invisible du marché, un système qui était un système qui allait produire naturellement une allocation de ressources entre le capital et le travail qui allait profiter à tous, tout ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, les engagements que nous prenons sont des engagements politiques, mais parce que nous savons aussi que nous pouvons les financer. Et je m'explique. À politique commerciale constante, à politique monétaire constante, à politique économique constante, les marges de manœuvre dont nous disposerions nous amèneraient, hélas, à ne distribuer que des miettes. Différemment de la droite, mais des miettes quand même. La question est de savoir si la gauche revient au pouvoir, va-t-elle chercher des marges de manœuvre pour distribuer autre chose que des miettes? J'observe que, quand je dis ça, on apparaît de suite comme de dangereux, en tout cas, de dangereux politiques qui voudraient remettre en cause les règles du jeu économique, ces règles du jeu étant laissons-les à ceux qui savent, ceux qui s'en occupent très bien, c'est-à-dire la sphère privée. Regardez ce qui vient de se passer au Congrès américain en matière de politique monétaire, et notamment par rapport aux politiques de dumping monétaire de la Chine. Et bien le Congrès américain, il prend des lois. Il prend des lois, là il considère que les intérêts de l'industrie américaine sont en jeu. Et les intérêts de l'industrie américaine, ce sont les intérêts économiques, mais aussi les intérêts sociaux, donc les emplois américains. Et bien moi je dis que l'Europe, comme nous le disions au Parti Socialiste, l'Europe doit se comporter dans la mondialisation en fonction aussi de ce que sont les intérêts des Européens. L'Europe protège-t-elle assez ses intérêts aujourd'hui? Les intérêts de son industrie, les intérêts de ses emplois, l'intérêt de sa recherche, oui ou non? La réponse est non. Et où il rapproche justement avec les propos de Marie Bouty, enfin, juste pour vous dire, y a-t-il une ligne unique? Il n'y a pas de ligne unique au Parti Socialiste. Même Dominique Strauss-Kahn a déclaré que l'âge de 60 ans n'était pas un dogme, ce qui est en contradiction totale avec la ligne. Ce n'est pas un dogme, c'est un bien commun. C'est celui que vous défendez. Mais ce n'est pas un dogme, on ne défend pas un dogme, c'est un bien commun. Mais les considérer, c'est un dogme alors à ce moment-là. Non mais je vous pose la question, c'est un dogme ou pas? Moi je vous pose la question justement de l'unité. l'unité. C'est quoi un dogme? C'est un bien commun. La retraite à 60 ans. Non mais vous changez les questions quand je vous ai répondu à la première pour amener sur une autre. Donc je vous dis, c'est pas un dogme, c'est un bien commun. D'ailleurs, 70% des Français sont attachés à ce bien commun de la retraite à 60 ans. Je vous invite juste à penser que quand les gens disent cela, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'études et qu'ils sont ouvriers qu'ils n'ont pas forcément la connaissance de ce que sont les enjeux du moment, parce qu'ils le vivent dans leurs conditions d'existence. Il y a des gens qui demandent à partir à 60 ans, même si ce n'est pas à taux plein, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et qu'à qui on va dire, faites 2 ans de travail supplémentaire. Est-ce que notre responsabilité, vous êtes des dirigeants ou futurs dirigeants économiques, vous êtes un dirigeant politique, est-ce que notre responsabilité, c'est de penser comme des cadres, pour les cadres, avec une réforme qui est une réforme de cadres pour les cadres? Honnêtement, on a l'impression quand François Fillon parle, et il a raison, comme quand je parle, qu'effectivement, moi, j'ai pas de soucis. A priori, j'ai pas fait un métier pénible tel que se pose la question pour moi de partir à 60 ans. Et évidemment, on est tous à imaginer qu'on travaillera plus longtemps. Mais arrêtons de concevoir que le sort de la France se joue juste à travers l'examen de notre propre condition. Voilà. Et donc, comme Malek Bouty dit une chose, je dis Malek, il a dit ce qu'il veut, mais c'est pas la ligne du Parti Socialiste. Et il y a eu, dans le passé, suffisamment, on va dire, de cirque au Parti Socialiste pour que je me félicite aujourd'hui qu'il y en ait beaucoup moins, même s'il y a toujours une ou deux personnes qui ont envie de jouer ou le clown blanc, ou le clown triste, ou le clown... comment il s'appelle l'autre clown? Je sais plus. Dominique Strauss-Kahn? Non. Ah non, mais... Non, c'est ça, je pensais pas à lui. Vous en avez pas parlé en tout cas. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est patron du Fonds monétaire international et il est impliqué dans une tâche extrêmement compliquée, laquelle le Fonds monétaire international est censé depuis Bretton Woods s'occuper de la stabilité macroéconomique mondiale et des politiques monétaires, sauf qu'aujourd'hui, il n'a plus cette capacité-là, en tout cas sur les politiques monétaires, puisque les monnaies flottent entre elles et qu'on se retrouve dans des situations. Ça ne vous intéresse pas le vrai boulot de Dominique Strauss-Kahn? Non, je vous demande justement de réagir je vous demande de réagir au propos de Dominique Strauss-Kahn qui a dit que la retraite à 60 ans n'est pas un dogme, mais c'est un bien commun, et ce bien commun, nous y sommes attachés. Très bien. Et je vous dis, je prends cet engagement comme en son nom, si jamais il était notre candidat, vous verriez qu'il ferait du retour à la retraite à 60 ans un des pivots de son programme. On est filmé, hein.
Bien parce que j'ai vu qu'il y avait une caméra, je me permets de le dire. Alors maintenant, on va passer à un deuxième sujet qui a été aussi très polémique cet été, c'est le sujet de l'expulsion des Roms, qui a suscité de vives critiques à la fois en France mais aussi en Europe. Martine Aubry a parlé notamment d'un été de la honte à ce sujet. Pourtant, la droite avance le fait que de nombreux maires socialistes appellent dans leur commune aussi à un démantèlement des camps de Roms. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours de la part du Parti socialiste sur cette question-là? Il y a deux choses. Il y a expulsion des Roms du territoire et évacuation d'un camp. Il y a des camps qui sont démantelés à la demande des mairies socialistes. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles les gens y vivent sont, sur le plan sanitaire, sur le plan du logement, sur le plan de la scolarisation, sont scandaleuses. Il n'y a qu'à prendre le train, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous rentrent en train vers Lyon, mais quand vous arrivez à la gare de Perrache-Pardieu, vous voyez un camp de Roms qui est un vrai bidonville, en bordure de la voie ferrée, et c'est juste inacceptable qu'à Nanterre ou à Lyon ou ailleurs, il y ait des hommes et des femmes qui, sur notre territoire, citoyens européens, vivent dans ces conditions-là. Ensuite, il y a eu des décisions de justice. Et des décisions de justice dans deux tribunaux qui ont dit quoi? Que l'occupation illégale d'un terrain n'était pas un motif suffisant de trouble à l'ordre public qui pouvait justifier l'expulsion du territoire. Et pas la politique qu'a décidé le gouvernement. Et cette politique, elle a été stigmatisée par qui? Par les socialistes, par 700 ONG européennes, par la droite française. Dois-je vous rappeler que de Mme Boutin à M. Philippin, cette politique est une politique qui a été caractérisée parfois en des termes et des symboles beaucoup plus durs, ce que nous avons pu dire. Le seul regret que je peux avoir, c'est que je pense que cette politique, à mes yeux, est suffisamment abjecte pour qu'on n'ait pas à la caricature encore plus et aller chercher des comparaisons avec la guerre 39-45. Elle est en soi suffisamment inadmissible pour qu'on ne cherche pas des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Mais quand la Commission européenne, composée essentiellement d'un collège de conservateurs, s'oppose à ce que nous faisons, quand les plus hautes autorités spirituelles dans le monde le font, quand l'ONU le fait, et pas n'importe qui à l'ONU, et là où je voudrais juste dénoncer un comportement, le premier réflexe, quand la première commission de l'ONU ou le premier collège de l'ONU a critiqué les politiques d'expulsion des Roms, le premier réflexe du gouvernement était de noter la nationalité de ceux qui parlaient. Pour dire, bah, écoutez, il y a un Turc, parce que le Turc est bien placé pour nous faire les commentaires. Il y a, je ne sais plus quel dirigeant d'un pays africain, parce que dans son pays, on ne fait pas ceci ou cela. Et ces gens-là ne parlaient pas ni en tant que Roumains, ni en tant que Turcs, ni en tant que Togolais. Ils parlaient en tant que représentants des Nations Unies. Instance supranationale et internationale par excellence. Et le fait de les caractériser en fonction de leur nationalité pour disqualifier leurs propos a en quelque sorte signé le forfait. Et ce forfait-là, aujourd'hui, nous met au banc des nations. Ce n'est pas juste un problème d'image que nous avons, c'est un problème de crédibilité à défendre désormais les intérêts de la France dans toutes les négociations à venir. Donc on ne doit pas expulser les immigrés roumains. Mais vous faites exprès là quand même. Pose la question. Non mais c'est juste un sujet un petit peu grave. Quand il y a un étranger européen ou pas en situation illégale, qui est illégal au regard des textes européens que nous avons signés, et donc ratifier des traités comme des directives, il est illégal au regard de la loi française. Bien sûr qu'il peut y avoir des mesures d'expulsion. Le gouvernement se défend d'appliquer la loi, justement. Mais attendez, on a une politique qui a été, avec des circulaires à l'appui, qui sont des politiques systématiques de démantèlement et d'expulsion des Roms du territoire français, indépendamment de la situation individuelle de chacun. Vous savez, on prend les gens, on n'examine pas leur situation individuelle, on regarde pas si certains travaillent, si certains ont une carte de séjour, on prend tout le monde et on expulse. On regarde quand même s'ils sont en situation légale. Mais non, ça c'est... Tout le monde, on les envoie sans regarder s'ils sont... C'est la politique racontée aux enfants, c'est les bisounours que vous êtes en train de me faire. Vous allez voir la prochaine fois dans un camp, mais vous verrez que les populations sont prises dans leur ensemble, il y a un examen sommaire de la situation. Quand vous avez fait les papiers, comme vous n'avez qu'un récépissé, tout le monde est pris, accompagné et renvoyé chez soi. Avec un petit chèque d'ailleurs, de 300 € d'aide au retour, avec une réalité qu'on connaît, c'est qu'effectivement, parce qu'on est dans l'hypocrisie la plus totale, beaucoup de ceux qui ont été expulsés reviendront. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne un chèque à chaque fois?
Qu'est-ce que ferait le Parti Socialiste? Le contraire de cette politique-là. Et je vais même aller prendre un autre exemple. Vous savez, pour faire du chiffre, ce qui se passe à la frontière entre l'Espagne et la France, des fois vous voyez des Espagnols de la garde civile accompagner des étrangers en situation irrégulière, attrapés en Espagne, et les donner à qui? Aux policiers français. Pourquoi? Parce qu'en France, on a des objectifs qui sont des objectifs en termes de résultats qu'il faut faire. Ce qu'on appelle des bûchettes, vous dire un commissaire de police. Dans un commissariat, ça s'appelle des bûchettes. Et les bûchettes, c'est quoi? Les plus faciles à faire, c'est infraction à la législation des stupéfiants, parce que dans un commissariat, on dira attraper un chiteux, comme ils disent eux-mêmes. Et là, vous allez, le plus simple, c'est de faire des lycées, les policiers simples, ou est infraction à la législation sur les étrangers. Et aujourd'hui, il y a ce nombre de commissariats pour justement être en situation de faire réaliser leurs chiffres en termes d'élucidation des faits, parce que quand on attrape un étranger en situation irrégulière, on l'a attrapé, il n'a pas sa carte, donc ça veut dire on a élucidé un fait, puisqu'il y a une infraction, l'infraction est constatée, on a la personne en face, le fait est élucidé. Pareil pour quelqu'un qui a 1 gramme de hashish dans sa poche, on l'a attrapé, on l'a mis en garde à vue, on a constaté qu'il avait 1 gramme, et on a une ILS. Et bien vous avez là un taux d'élucidation des faits qui a augmenté, or c'est sur les taux d'élucidation des faits aujourd'hui qui sont mesurés, les policiers. Eh bien, à la frontière entre l'Espagne et la France, dans les Pyrénées-Orientales, parce que ça a un coût pour rapatrier les étrangers dans leur pays d'origine, eh bien il y a des accords qui existent, alors ils sont écrits nulle part, hein, mais tacites, entre les polices des deux côtés, pour que ce soit la France, qui en raison de ses objectifs en termes d'infraction de la législation sur les étrangers, 25 000 par an d'expulsion, eh bien on remplit, on augmente les statistiques en allant récupérer les étrangers en situation irrégulière attrapés en Espagne, et qu'on ramène, nous, aux frais des contribuables français dans leur pays d'origine, parce qu'il y a des objectifs chiffrés en France. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, moi je vous dis, avec nous, ça se sera terminé. Oui, à l'égard des étrangers en situation irrégulière, quand ils ne sont pas travailleurs et qu'ils ne cotisent pas, parce que moi je suis favorable à la régularisation des travailleurs sans papier. Quand ils sont dans une situation où, manifestement, ils sont en France dans des conditions de séjour illégales et qui n'ont aucune activité, oui, là, la loi doit nous imposer de les raccompagner et de les expulser. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Et j'observe toujours les témoignages de commissaires de police. C'est intéressant de parler avec les policiers aujourd'hui. Ils vous disent quoi? C'est qu'il n'y a quasiment aucune enquête ouverte ensuite sur ces travailleurs clandestins qu'on attrape. Alors là aussi, c'est très facile. Entre 5h et 6h du matin, une gare horaire. Et qui c'est que vous attrapez d'ailleurs, au passage, des noirs et des maghrébins. Et donc ce qui, pour les policiers, ne renforce pas leur image puisque ça donne l'impression d'avoir un ciblage particulier. Là, ça, c'est des témoignages des policiers. Pour faire du chiffre, ils abandonnent des missions qui sont par exemple un deal de cité, qui demande du temps, l'enquête sur un cambriolage, qui suppose un peu de police scientifique, ensuite une enquête de voisinage, de recouper l'enquête de voisinage par une seconde, parce qu'il ne faut pas venir chez les gens à la même heure, parce que tout le monde n'est pas là, et ça prend du temps. C'est dur d'élucider le fait, ça prend du temps. Eh bien, on abandonne ces enquêtes-là pour faire quoi? De l'ILS et de l'ILE. Au nom d'objectifs qui sont de raccompagner plus d'étrangers en dehors de nos frontières. Choisissez ce que vous voulez comme politique, mais ça n'améliore absolument pas l'insécurité réelle, et en plus, honnêtement, ça n'honore pas la France. Alors on va passer au troisième thème de la soirée qui traitera donc de la préparation de l'alternance par rapport à 2012. Vous avez réuni il y a 2 semaines, à l'occasion de l'université d'été de votre courant, Un Monde d'Avance, un certain nombre de dirigeants qui va du parti radical de gauche jusqu'au NPA d'Olivier Besancenot. Les Verts étaient présents, le Parti communiste était présent. Concrètement, est-ce vraiment votre stratégie d'alliance d'allier toutes ces composantes de la gauche et quel pourrait être le dénominateur commun pour un programme politique commun en 2012 avec ces différentes parties? Il n'y aura pas de programme commun avec le NPA. Il ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas. Ça n'empêche pas de se retrouver aujourd'hui dans la bataille qui est la bataille contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Vous avez pourtant certaines idées communes. Il y aura pas de général des salaires, le gel des loyers. Mais vous savez, ces idées sont communes aussi à François Hollande et Pierre Moscovici. Ce sont les textes du Parti Socialiste. La hausse des salaires, c'est adopté il y a 4 mois de cela. Le Parti Socialiste dit la priorité reste pour les socialistes l'augmentation des salaires. Et comment après?
général des salaires. Oui, mais oui, je rajoute général, ça ne veut dire pas, je vous rassure, je ne pensais pas à ceux qui cessent de diminuer ce qui vous reste de revenus disponibles. Si en plus, d'ailleurs, au passage, on est obligé d'épargner encore plus pour sa retraite, ça diminuera d'autant. Et donc, ce qui nous préoccupe, nous, c'est les conditions dans lesquelles on augmente les capacités à consommer d'un ménage. Vous savez, vous donnez, c'est assez simple, je ne sais pas vous faire, il faut un meilleur mouvement en économie. Donc, vous donnez 100 € à quelqu'un qui en gagne 1500, il le consomme. Vous donnez 100 € à quelqu'un qui en gagne 10 000, il l'épargne. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de donner 100 € à quelqu'un qui en gagne déjà 10 000, voire même beaucoup plus que 100 €, ou est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui consomment? J'insiste sur un point, moi, qui me touche, et je pense qu'il vous touchera aussi. La nouvelle réalité sociale, et je vous invite à lire la remarquable étude de Camille Pony, qui est sociologue et qui a fait un livre sur le déclassement. La nouvelle réalité sociale en France, ça renvoie à ce que je vous disais sur le progrès social, la marche du progrès qui s'est interrompue, c'est pratiquement pour le sentiment qu'il y a eu même une régression sociale. La nouvelle réalité sociale dans ce pays, c'est que les jeunes ont plus souvent qu'avant la perspective de vivre moins bien que leurs parents, ce qui est quand même tout à fait nouveau. Qu'aujourd'hui, quand on a un emploi et qu'on le perd, on trouve de plus en plus de Français ou de salariés qui, quand ils retrouvent un emploi de statut de rémunération inférieur à celui qu'ils avaient auparavant. Qu'il est frappant de constater que les jeunes couples retardent de plus en plus l'accès à la propriété. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'apport nécessaire et pas les moyens de pouvoir accéder à la propriété. Qu'aujourd'hui, le diplôme ne protège plus totalement. Bien sûr, la qualification garantit le diplôme, une meilleure intégration sur le marché du travail, mais à quel niveau de rémunération? Et sur quel statut? Précaire, non précaire, etc. Et on assiste à un phénomène de déclassement qui recouvre des formes multiples, comme l'une d'entre elles, auxquelles on ne pense pas, mais auparavant un certain nombre de familles qui consommaient, qui faisaient classiquement leurs courses chez Carrefour, et qui cessent d'aller chez Carrefour et basculent chez ED ou chez Lidl. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus les moyens que faire du low cost. Et moi, je veux juste vous inviter à réfléchir à une politique, ou au centre d'une politique, qui finalement, en raison de la mondialisation, et qui est un bienfait à bien des égards, mais en raison de la pression à la baisse du coût du travail, depuis plusieurs années, dans tous les pays européens, on constate quoi? En tout cas, de plus en plus de politiques de modération salariale. Ça ne veut pas dire que les salaires baissent, ça veut dire qu'ils augmentent moins qu'ils augmentaient d'auparavant, et en tout cas pas en lien avec l'augmentation des gains de productivité. Donc on se retrouve dans une politique de modération salariale où les salariés aujourd'hui stimulent la concurrence par la baisse des prix. Comment? Parce qu'ils ont un revenu disponible de moins en moins important, se dirigent ou choisissent les prix les moins élevés. Et donc stimulent la concurrence entre les différents acteurs du marché en les encourageant à baisser leurs prix. Et chaque fois qu'ils baissent leurs prix, ces différents acteurs économiques, ces entreprises, elles veulent baisser aussi leur coût de production. Et à l'intérieur de leur coût de production, le coût du travail. Et chaque fois qu'un salarié, parce qu'il a son salaire est bas, est encouragé à aller vers le low cost et donc à stimuler une concurrence par la baisse des prix, quelque part, il encourage aujourd'hui les entreprises à réclamer ou à demander auprès notamment des pouvoirs publics qui déterminent le niveau des prélèvements sociaux, à encourager une politique de baisse du coût du travail. Donc le consommateur, quand il consomme low cost, parfois arbitre sans le savoir inconsciemment contre ses propres intérêts de salarié ou d'assuré social. Et il y en a, je me dis, ça ne marchera pas longtemps. Ça fonctionne encore un peu, mais on ne peut pas faire prospérer le système sur l'augmentation de la pauvreté et sur le déclassement. Et comment est-ce que vous pouvez... Enfin, l'idée est très bonne de l'augmentation générale des salaires, mais vu la faible croissance économique française, vu l'endettement de la France, comment est-ce que vous pouvez déclarer, voire promettre, une augmentation générale des salaires en 2012, vu la situation économique actuelle? Et surtout dans une économie ouverte, dans un monde mondialisé, donc quelles sont vos propositions concrètes? C'est pas de la démagogie tout ça. Non, je vous invite vraiment à sortir essayer de tirer les leçons d'un système qui nous a menés là où on est. Juste vous rappeler qu'aujourd'hui, nous vivons une crise économique et sociale d'une intensité sans précédent en raison de l'échec d'un système et d'une théorie économique adossée à ce système, qui est la théorie néolibérale. Donc, prenons d'abord acte qu'un système a échoué, pour ensuite essayer de penser des solutions nouvelles.
Moi, je ne suis pas seulement keynésien au sens où je pense que et l'investissement et la demande des ménages, c'est-à-dire le soutien au pouvoir d'achat, régleront le problème. Moi, je suis favorable à des mesures de protection tarifaire et non tarifaire aux frontières de l'Union européenne. Sur le même modèle que ce que font les Chinois, les Brésiliens, les Américains ou les Canadiens. Tous les autres pays ne le sont pas. Au moins les Chinois, les Américains, les Canadiens et les Brésiliens, c'est un gros paquet de nos partenaires. C'est-à-dire qu'on commerce avec eux, eux ont des politiques, sont des politiques parfois temporaires, protectionnistes. Utilisons le mot qui fait que celui qui le prononce un hérétique, encore de moins en moins. Mais ce débat-là est traité de manière très pragmatique aux États-Unis. Moi, j'ai été chargé pendant 5 ans de relations avec le Congrès américain. Je n'avais aucune difficulté pour le Parlement européen. Aucune difficulté à parler avec les sénateurs américains ou les congressmen, ou même américains, de ça. Je reviens dans l'Union européenne, et c'est un sujet qui est un sujet tabou. L'Europe doit-elle se protéger par des instruments tarifaires et non tarifaires, comme on peut le faire, y compris aujourd'hui, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. C'est quand même aujourd'hui des mesures qui sont des mesures possibles. Moi, je dis oui, dès lors que les traités nous en offrent les moyens, les tarifs extérieurs communs, et qu'ensuite, il faut raisonner en fonction d'une réalité. On ne sera jamais compétitif avec le travailleur chinois. Le salarié français... Mais on sera encore moins compétitif avec une augmentation générale des salaires. Mais c'est bien pour ça qu'il faut avoir des mesures de soutien au pouvoir d'achat des salariés et des mesures de protection. Avec l'argent, on n'a plus. Mais vous en trouvez, mais on n'en a plus. On en a quand même suffisamment pour voir augmenter de 5 points de PIB les dividendes distribués aux actionnaires. Ça vous heurte pas. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il n'y a pas d'argent, mais vous n'êtes pas choqué. Non mais ça vous choque ou pas? Non mais c'est pas avec les dividendes que vous avez. Mais je vous pose une question, ça vous choque ou pas? Si vous me répondez oui, on dialogue. Si vous me répondez non, je comprends mieux pourquoi vous me dites que tout ça, est-ce que ça vous choque ou pas? Je vais répondre ça me choque. Ah, voilà, très bien. Donc on continue, c'est mieux, mais je n'ai pas senti que c'était forcément votre pente immédiate. Mais, donc il y a bien de l'argent. Et moi je ne dis pas il y a de l'argent, une cagnotte, etc. Allons prendre aux méchants actionnaires, et j'arrive avec mon couteau entre les dents, je ramène Olivier Besançon, histoire de faire peur à tout le monde, le Figaro c'est vrai, les échos disent oh là là c'est horrible, vous vous rendez compte qu'en plus il est porte-parole du PS, Olivier Besançon il n'arrivera jamais au pouvoir, mais lui on ne sait jamais qu'il soit ministre. Vous avez été chercher la voix à gauche alors, à l'extrême gauche. Je rassemble mon camp. Le camp de l'UMPA, la gauche, la gauche c'est ma famille, y compris à l'extrême gauche. Ça peut choquer, et ça choquera qui voudra, mais aujourd'hui, je considère que la famille, toute la gauche, elle comprend la gauche radicale jusqu'au centre-gauche, et je ne pose d'oukase sur personne. Je distingue les combats. Et dans la gauche, il y a différentes sensibilités. Il y a une gauche dite de gouvernement, à laquelle n'appartient pas le NPA, et qui fait que nous ne gouvernerons pas avec le NPA, qui n'en veut pas d'ailleurs, qui ne se compromettrait pas avec la volaille socialiste. Mais pourquoi vous êtes fiché avec eux? Parce que nous sommes dans des combats politiques. Et en l'occurrence, le combat politique, c'est de faire reculer le gouvernement sur sa réponse d'après. Ça, c'est quelque chose... j'ai donc toujours bien compris que c'était parfois difficile à comprendre dès lors qu'on se situait du côté du pouvoir. Ce n'est pas votre cas. Mais, ça a choqué dans votre propre parti, Manuel Valls, Gérard Collomb, se sont offusqués. Je peux vous assurer... Non, mais Manuel... non, ça ne va pas choquer qu'il y ait Besancenot vienne. C'est Manuel, il a dit oui, le gel des loyers, c'est d'une autre époque. C'est juste la proposition du PS, mais et je lui ai dit, donc on en a reparlé, on a un peu rigolé, mais lui, il est imaginé par le fait que Besancenot vienne. D'ailleurs, il a fait le jour même ou le lendemain sur Europe 1 une interview chez Askolovitch pour dire qu'il n'y a aucun problème, on rassemble la gauche aujourd'hui dans la protestation. Mais la gauche a une double responsabilité, celle de gouverner et celle aussi de structurer parfois le mouvement social. Et la question qui est posée, c'est la démocratie sociale a-t-elle une légitimité? Et moi, je vous invite à lire l'excellente interview de Pierre Rosanvallon dans Le Monde, qui n'est pas suspect d'être un ami de Besancenot, ni même un ami de l'aile gauche du Parti Socialiste, qui est quand même très modéré dans le paysage politique français, qui est plutôt un homme issu de la deuxième gauche, comme on dit. Pierre Rosanvallon pointait ce qui était ce déficit démocratique dès lors qu'on ne comprend pas que la démocratie sociale, ce sont les organisations représentatives, mais ce sont aussi les manifestations, parce que ce qu'il appelle le monde social diffus, ces gens qui se raccrochent aux manifestations, parce qu'ils considèrent à un moment qu'ils ne sont pas entendus.
Et être entendu, c'est quoi? C'est avoir le sentiment que votre bulletin de vote, il détermine quelque chose, change quelque chose. Et ça, c'est le problème de la gauche. C'est qu'il y a plein de gens qui ont pensé à un moment que mettre un bulletin de vote socialiste, ça ne changeait pas fondamentalement leur sort si la gauche arrivait au pouvoir par rapport à la droite auparavant. Et ça, c'est le défi en termes de crédibilité que nous devons avoir. Parce que je n'ai pas été au bout de ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je pense que le problème de crédibilité du PS, il n'est pas vis-à-vis de la Commission européenne, il n'est pas vis-à-vis des marchés, il n'est pas vis-à-vis de l'intelligentsia économique. La crédibilité du Parti socialiste dans le passé, c'est vis-à-vis des classes populaires et des classes moyennes. Sommes-nous en capacité de démontrer que nous ferons bouger les lignes? C'est-à-dire que nous irons chercher des marges de manœuvre là où elles n'existent pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous prenons le principe du juste échange et la défense sur le terrain européen du juste échange, c'est-à-dire la possibilité pour l'Union européenne de se protéger. Est-ce que je peux prendre un exemple qui vous concernera? Très court exemple. Mais savez-vous par exemple que dans le cas où on a délégué totalement notre souveraineté en matière commerciale, et c'est le commissaire européen en charge des politiques commerciales, c'était l'ami avant, ça a été ensuite un Britannique, Ben Johnson, je ne sais pas qui est le commissaire en charge du commerce aujourd'hui, vous savez. Non. Pas de bol, parce qu'il négocie quand même nos intérêts, mais bon, mais qui négocie totalement les intérêts de l'Union européenne aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accord qui a été passé dans les années 90 sur l'ouverture des marchés publics. Et où les pays autour de la table, il y avait le Canada, il y avait la Corée, il y avait le Japon, il y avait les États-Unis, il y avait l'Union européenne, ont passé un accord sur les conditions dans lesquelles ils ouvraient leur marché public. Marché public des États américains, marché public d'une région française, etc., en fonction de l'organisation administrative et politique de chaque pays. Et dans cet accord, chaque État posait des formes de clauses de sauvegarde ou de réserve qui étaient de dire, écoutez, ces marchés-là, le type de marché, échapperont aux règles d'ouverture et seront réservés aux entreprises domestiques. Tout le monde a posé des réserves, sauf l'Union européenne. Et on se retrouve dans cette situation aberrante où Alstom postule sur des marchés au Canada, mais qui sont des marchés réservés à des entreprises domestiques en raison des clauses posées par le Canada dans l'accord. Résultat, Bombardier, l'entreprise, récupère le marché. En l'occurrence, c'était un marché dans le domaine du ferroviaire. Bombardier récupère le marché à un tarif qui est un tarif, alors là, pour le coup, qui n'est pas mieux disant, mais qui est le tarif qu'elle a négocié elle-même avec l'administration canadienne. Et on retrouve les deux mêmes acteurs en France ou en Île-de-France pour un marché passé par la région Île-de-France où la Alstom est moins compétitif qu'au Bombardier, qui est mieux disant, moins disant sur le prix, mieux disant sur le dispositif. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses marges sur le marché canadien. C'est-à-dire que non seulement l'Union européenne là a signé et paraphé un accord où elle est incapable aujourd'hui de poser un certain nombre de clauses de sauvegarde parce qu'elle ne réunit pas l'accord des 27 des États membres sur la nature des réserves qu'on poserait, mais un accord qui fait qu'on ouvre nos marchés alors qu'on ne peut pas accéder au marché des autres. Juste. Alors là, on discute avec... Non mais c'est juste, je veux être d'un mot. C'est stupide. Stupide. Et n'importe quel cadre ingénieur d'Alstom ou des entreprises qui sont aujourd'hui confrontées à cette situation-là vous disent, nous avons besoin ou de la réciprocité pleine et entière, même règle de côté. Plus de libéralisme. Ça peut être ça, mais personne n'en veut plus maintenant, donc je m'excuse. Vous en voulez? Oui, bon, on peut faire un sondage si vous voulez, mais je pense que sur ce sujet-là, je devrais être majoritaire dans le monde, quoi. Peut-être pas, et en France aussi, quoi. Mais je pense que c'est pas que... ne pas être libéral, ça ne veut pas dire qu'on est contre le marché. La société est l'échange. Mais c'est qu'est-ce qui relève du marchand et du non-marchand? Est-ce que le corps se marchandise ou pas? Votre réponse naturelle, ce serait de dire non. Mais on nous explique aujourd'hui que parce qu'il existe la pratique des mères porteuses aux États-Unis ou en Angleterre, il faudrait qu'elles puissent venir en France. On vous dit que la culture, ça se marchandise pas. La question. Mais non, et c'est le cul pile dedans. Qu'est-ce qui se marchande, qu'est-ce qui se vend, s'achète, et qu'est-ce qui ne se vend pas et ne s'achète pas? C'est fondamentalement l'expression d'une préférence collective, et c'est la nation souveraine, quelle qu'elle soit, qui doit dire qu'est-ce qui relève du marchand ou du non-marchand. Moi, je pense par exemple que la distribution de l'eau ne devrait plus relever fondamentalement de la délégation de services publics à des entreprises qui dégagent des bénéfices dessus,
quand l'eau est un bien commun et qu'elle devrait relever ou de la régie départementale ou de la régie municipale. C'est une non marchande. très problématique. Mais on va passer on va terminer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc le débat par les primaires socialistes. Claude Barthelone a très récemment présenté les primaires socialistes comme des primaires de confirmation de la candidature de DSK ou de Martine Aubry, parce qu'il y aurait un accord entre les deux éléphants socialistes. Est-ce que cet accord existe? Est-ce que du coup les primaires ne sont pas devenus pipeaux simplement? Ça dépendra de qui sera candidat. Vous serez candidat? Non, a priori non, il n'y a pas de raison d'être candidat aujourd'hui. Si Dominique Strauss-Kahn est candidat, vous serez candidat? Oh, mais bon, faut arrêter de spéculer. Moi, je veux vous dire, vous savez, les gens qui vont aller voter aux primaires, ils vont se poser deux questions. La première, c'est qui peut battre Nicolas Sarkozy. Ils vont regarder les sondages et puis ils vont examiner le profil du bonhomme ou de la dame. Ensuite, ils vont se poser la question qui peut être chef de l'État en période de crise. Ils en ont élu un, là, ils constatent ses qualités et ses défauts, et ils se poseront la question, en lieu et place pour celui-là, qui a les épaules. Donc cette élection primaire est une élection extrêmement sérieuse et que moi je n'envisage pas comme j'envisageais l'élection poste de premier secrétaire du Parti socialiste, qui était de dire voilà, je veux pouvoir participer à la reconstruction d'un parti politique. Donc ces questions-là se mûrissent et en tout cas on n'y répond pas genre je vais être candidat pour faire un tour de piste et ensuite me dire les 5% de gens qui ont voté pour moi aux primaires, donc je vais peser et espérer une liste comme ça. Ça c'est pas sérieux. Et moi je l'ai dit à mes propres petits camarades qui avaient pouvaient avoir cette envie-là. Donc il n'y aura pas d'arrangement au sens de deal qui va déposséder les citoyens du choix. Qui va être appelé à voter? Vous tous si vous voulez, y compris même si votre préférence ne va pas à la gauche, vous pouvez aller choisir le pire candidat pour la gauche. C'est pas un risque. Hein? C'est pas un risque qu'il y ait que des gens de droite, beaucoup de gens de droite qui votent pour finalement avoir le pire candidat de la gauche. Non mais voilà, non mais c'est possible. Toutes les études qu'on a qui ont été faites en Italie ou aux États-Unis montrent que le delta, en tout cas le collège d'électeurs du camp d'en face qui vient aux primaires du camp d'en face, quoi, est assez faible et en tout cas ne modifie jamais fondamentalement la tendance et le résultat. Ce qui n'est pas exclu, parce que peut être convaincu si intelligent, c'est qu'effectivement des dirigeants qui considèrent que leur candidature rajoutera la division, qu'aujourd'hui ce n'est pas l'intérêt de la gauche de multiplier les candidatures, que certains disent je ne suis pas candidat, et ils s'entendent avec en disant à un autre, ben voilà, je pense que tu es mieux placé que moi et je te soutiendrai. Donc pas d'accord tacite, des primaires transparentes, et vous ne serez pas candidat. Voilà, ça me va bien pour l'instant. Une dernière question qui me brûle les lèvres, après on passera la parole publique. Si Dominique Strauss-Kahn était... On y tient. On sait que vous l'aimez beaucoup, alors... Mais moi je donne des cours sur le FMI, donc je suis son meilleur interprète. Tant mieux. Si Dominique Strauss-Kahn venait à être le candidat du Parti Socialiste, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une certaine incohérence entre le projet du Parti Socialiste, à tendance très sociale, et la politique qu'il a menée en tant que directeur du Fonds monétaire international pendant 4 ans, qui se voulait, elle, pour le coup, assez libérale? Je ne pense pas que si Dominique Strauss-Kahn était à ma place, on caractérise la politique qu'il met en œuvre de libéral, dès lors qu'il... Elle n'est pas très sociale. Non mais, je vous dis, elle n'est pas libérale, elle n'est pas très sociale, effectivement, dans les conséquences qu'elle a pour les salariés, dès lors qu'elle défend le principe de la réduction du périmètre d'intervention de l'État, et parfois un certain nombre de réformes sociales qui se traduisent par un vrai manque à gagner pour les gens en question. On le voit notamment avec la réforme initiée par le Premier ministre portugais, de réduction de 5% des salaires des fonctionnaires pour réduire le déficit. C'est pas la hausse générale des salaires. Pardon ? C'est pas la hausse générale. Non, c'est exact et contraire. La question est de savoir qui fera la croissance demain, même si on ne peut pas comparer la structure de l'économie portugaise et la structure de l'économie française. Il faut comparer ce qui est comparable. Et je préfère quand on se compare aux Allemands plutôt qu'à l'Espagne, qui n'a pas non plus du tout la même structure, et notamment le même modèle de croissance que nous. Mais nous avons une politique qui est une politique de réduction des déficits. Je rappelle que ces déficits ne doivent rien à l'inconséquence de la responsabilité et de la cupidité des salariés, mais à la cupidité, l'appât du gain, l'inconséquence et l'irresponsabilité d'autres, qui leur font payer bien cher la crise. J'ai oublié de dire d'ailleurs au passage que si nous revenions au pouvoir, nous surtaxerions les banques de 15%